toutes. Nous recevons à nouveau aujourd'hui Nathalie Goursola-Beaugraine. Nathalie est consultante en éducation, spécialiste en parentalité. Elle accompagne les familles depuis la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. Elle est aussi l'auteure de nombreux articles dans des revues spécialisées et des sites sur l'analyse transactionnelle, ainsi que de manuels de préparation au métier d'éducateur spécialisé et d'aide-soignant. Aujourd'hui, Nathalie intervient sur les limites. Comment faut-il poser des limites? Pourquoi? À partir de quel âge? C'est une mini-série de 5 épisodes dont vous allez suivre la première partie à présent. Bon visionnage, mesdames. Bonjour Nathalie, je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle séance de conférence pour Organizel. Tu étais déjà donc intervenue sur les toutes premières conférences Organizel sur la plateforme. Ça avait eu beaucoup de succès. Et puis, on a discuté toutes les deux avec Nathalie parce que parfois sur les forums ou sur les pages Facebook, on voit certaines conversations sur l'éducation qui nous font sourire et qui font beaucoup sourire Nathalie, plus que moi, parce qu'elle est plus spécialiste. Donc, on a décidé de lancer une mini-série. Elle n'est pas petite, c'est une mini-série sur poser des limites. Alors, cette mini-série se composera de 5 vidéos. Dans la première vidéo, on va apprendre à quoi servent les limites. Est-ce qu'on peut mettre des limites ensuite aux enfants de moins de 4 ans? C'est une grande question. Qu'est-ce qu'une bonne règle? Ensuite, nous parlerons de comment mettre les règles en place. Et enfin, la dernière partie sera consacrée à « Faut-il expliquer les limites ?» Est-ce que j'ai bien tout dit, Nathalie? Tu as bien tout dit. Je pense qu'on a bien fait le tour de tout ce qui est nécessaire de savoir sur les limites, parce que c'est vrai que c'est des questions qui reviennent très souvent, soit quand je travaille avec des parents ou même quand je travaille avec des professionnels de l'éducation. Voilà, c'est une grande question qui se pose en général. Alors, on va tout de suite faire notre premier chapitre de cette série sur donc la partie limite. À quoi ça sert de mettre des limites déjà? Alors, effectivement, ça peut sembler bizarre comme question ou la réponse que je vais donner, mais on entend partout dire qu'effectivement, il faut poser des limites, que c'est bon pour les enfants, faut qu'ils acquièrent qu'ils connaissent la frustration. Je dirais que ce type d'explication est un petit peu court parce que moi, je rencontre quand même beaucoup de gens qui ont du mal à mettre des limites parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont être autoritaires, que leurs enfants ne vont plus forcément les aimer, ou des gens qui ont eu des très, très mauvaises expériences dans leur enfance par rapport à des parents qui étaient très autoritaires. Donc je pense qu'il faut vraiment recaler les choses sur la nécessité des limites. Et c'est pas mettre des limites non plus parce que dans le temps on mettait des limites et soi-disant tout allait bien dans le temps. Je rappelle aux gens qu'il y avait des bagnes d'enfants et que c'était possible aussi de laisser son enfant à la gendarmerie quand on en avait marre. Donc ça prouve bien qu'à l'époque où il y a 100 ans, les parents aussi avaient des soucis. Les maisons de correction, ça existait aussi. Donc, je ne savais pas, moi, qu'on pouvait laisser ses enfants à la gendarmerie quand on a des soucis. Mais du reste, je connais quelques parents qui seraient… Non, mais je pense que quelques parents seraient friands, en fait. Ça s'appelait la protection paternelle et ça permettait à des parents, enfin à des pères, parce que je rappelle qu'à l'époque, il y avait que le père qui avait l'autorité parentale. Quand il avait des soucis, il pouvait faire emprisonner son enfant entre 1 et 6 mois. Donc pour les enfants de moins de 16 ans, c'était 1 mois d'emprisonnement sans procès, bien sûr. Et pour les enfants de plus de 16 ans, c'était jusqu'à 21 ans, donc c'était jusqu'à 6 mois. Donc, la prochaine fois que quelqu'un vous dit qu'avant c'était mieux, non. Parce que si les enfants avaient été tellement formidables et tellement gentils et tellement obéissants, je crois qu'on n'aurait pas eu besoin de ce genre d'expédient. Et s'il y en a parmi vous qui ont vu le film de Truffaut qui s'appelle Les 400 coups, on est bien sur un truc comme ça en fait. Voilà. Donc, rien de nouveau sous le soleil. Alors, en revanche, en 2018, on va dire que la plupart des gens, ils aiment bien réfléchir à pourquoi ils font les choses, et je suis d'accord avec eux. Donc, pourquoi on va mettre des limites? Alors, s'il y a un seul truc à se souvenir sur les limites, je vais résumer comme ça. Poser des limites, ça sert à protéger les enfants. Et quand on va dire, voilà, je vais mettre des règles ou j'attrape mon enfant par le bras parce que sinon, il va traverser la rue et j'ai pas envie qu'il se fasse écraser, on est sur de la protection.
Donc, mettre des limites, alors c'est un terme qu'on utilise assez souvent quand on parle d'autorité pour éviter de dire mettre des règles, etc. Mais voilà, mettre des limites, ça va être poser un cadre à l'enfant ou à l'ado d'ailleurs, et donc lui donner des repères qui vont indiquer là tu peux aller, tout ça tu peux faire sans danger et tout ce qui est au-delà, c'est un danger. Quand on empêche un enfant qui a 2 ans de rentrer dans la cuisine, parce que c'est une cuisine qui n'est pas forcément tout à fait sécurisée, on lui pose une limite, on ferme la porte ou on l'emmène jouer à autre chose pour éviter qu'il se blesse. Voilà. Quand on interdit à son gamin qui a 16 ans de partir en voiture avec n'importe qui pour aller à une fête, etc., ou qui nous dit je verrai bien comment je vais rentrer, on pose une limite et cette limite, elle est faite pour le protéger. Voilà. Donc, quand on se pose des questions sur est-ce que je fais bien, est-ce que je suis autoritaire ou pas, il faut toujours se dire est-ce que je fais ça pour le protéger. Alors, deuxième chose, donc sur les limites, poser des limites, ce n'est pas uniquement mettre des règles. C'est-à-dire qu'il y a des façons de poser des limites qui ne sont pas les règles, notamment quand on met des limites, on appelle ça dans l'espace, c'est-à-dire que je vais dire à un enfant ou à un ado qu'il y a des endroits où il a le droit d'aller et des endroits où il n'a pas le droit d'aller. Je ne mets pas forcément une règle stricto sensu, mais parce qu'il y a des tas de choses qui se passent de manière informelle. Il y a des tas de familles, par exemple, où les enfants n'ont pas le droit de rentrer dans la chambre de leurs parents. Parce que la chambre des parents, c'est un espace particulier, qui est un espace qui est privé, voilà. Ce qui d'ailleurs, par analogie, fait que les enfants ont le droit d'avoir leur propre espace privé aussi, dans lequel ils sont protégés, et ils sont normalement protégés de l'inquisition de leurs parents, jusqu'à un certain point. Voilà, donc ça, c'est une façon de mettre des limites dans l'espace. On met aussi des limites par rapport au temps, c'est-à-dire que quand on donne des repères aux enfants sur la semaine prochaine, il se passera ci, ou aujourd'hui, c'est ton père qui vient te chercher à l'école, enfin, quand on indique des choses comme ça, alors ça va être poser un repère à l'enfant qui le rassure. Voilà. Quand les enfants aussi, par exemple, ont des… Là, je parle des très petits. Quand on leur dit… quand on respecte des heures de coucher, des heures de sieste, des heures de repas, alors sans être psychorigide, on n'est pas à la minute près, et bien là aussi, on met des repères et les enfants se sentent mieux, en fait. Donc, c'est même une protection contre l'angoisse. Oui. Et puis, oui, parce que ne pas savoir de quoi demain sera fait, c'est très compliqué pour la plupart des gens. D'ailleurs, nous aussi, on aime les limites en tant qu'adultes, on appelle ça aussi des repères. Les gens qui ont connu des périodes de chômage vont reconnaître de quoi je parle, c'est-à-dire que quand on se retrouve au chômage, on se dit alors, j'ai pas besoin de me coucher parce que j'ai pas besoin de me lever demain, donc j'ai pas besoin de me lever, donc je me lève quand je veux, donc cette lettre ou ce truc que je devais faire, je n'ai pas besoin de le faire tout de suite parce qu'après-demain ça ira bien, et en fait on finit par s'enfoncer dans un espèce de marasme. Donc, respecter des horaires, donc je dis sans être psychorigide, ça fait partie des limites et c'est structurant pour les enfants. Voilà. D'accord. Là, on n'est pas forcément dans un truc où on va poser des règles et on va asseoir son autorité. C'est aussi quelque chose qui se fait de manière assez naturelle. Dernier exemple pour les adultes, même quand on part en vacances, on se fait de la structuration du temps parce que je connais très peu de gens parce que en fait, je connaissais une personne qui était capable de faire ça, mais on part rarement en vacances en ne sachant pas où on va ou en ne sachant pas ce qu'on fera. Genre, on va prendre un avion puis on verra bien à l'arrivée. Ça angoisse. J'en connais. Moi, personnellement, je ne ferais pas, qui partent avec le sac à dos et puis on prend la première nuit d'hôtel et ensuite advienne que moi, je connaissais un gars, il ne prenait même pas la première nuit d'hôtel. Donc, oui, d'accord. Mais c'est extrêmement rare, en fait. Voilà. La plupart des gens, ils se projettent quand même en se disant voilà, on va aller à tel endroit, on a regardé la carte pour savoir à peu près où c'est, on a regardé des photos de l'endroit, du camping ou de la maison ou de l'hôtel qu'on a réservé. Et puis on se dit voilà, on ira à la piscine ou on ira à la mer, on ira visiter des trucs. Donc on se projette et ça permet de se sentir mieux. Donc les limites, on va dire aussi, elles sont protectrices comme ça et il ne faut pas en avoir peur. Et il y a une différence entre de la rigidité, du laxisme et le truc entre les deux qui est de mettre un cadre qui est structurant. Voilà. Donc, précision aussi, quand on va mettre des règles, qui sont un truc un peu spécifique dans les limites, on va toujours mettre des règles qui concernent les comportements, c'est-à-dire qu'on contrôle les comportements et on ne cherche jamais à contrôler les pensées.
quelque chose d'important. Beaucoup de parents essayent de contrôler les pensées en disant à leur enfant, tu devrais réfléchir, pense si t'arrivais ci, si t'arrivais ça. Ou, quand on va faire des règles, on va faire des règles sur des comportements en disant, tu as le droit de faire ça ou tu n'as pas le droit de faire ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne peut pas contrôler les pensées de quelqu'un, même si on le saoule du matin au soir. Par contre, on peut contrôler des comportements. Voilà. Et ça permet aussi de ne pas être autoritaire, parce que si on contrôle les comportements, c'est une chose, puisqu'on va pouvoir protéger. Contrôler les pensées, c'est contre la Constitution, en fait, puisqu'on a le droit à ses opinions. Donc, on peut même dire à un enfant très jeune, écoute, mon chéri, tu penses ce que tu veux, c'est ton droit constitutionnel, mais en l'occurrence, tu ne fais pas ce que tu veux. Donc, après, ils vont partir dans leur chambre, alors, surtout les ados, mais c'est une réalité. C'est-à-dire, tu as le droit de penser que ce que je te dis, c'est bête, ou tu as le droit de penser que tu devrais sortir le soir à 14 ans à minuit, mais tu as le droit de penser ça, mais moi, je contrôle ton comportement et donc je t'interdis de sortir. Mais tu as le droit aussi de penser que je suis bête, etc. Voilà. Donc, mais c'est quelque chose d'important parce que souvent, les gens vont essayer de contrôler les pensées en se disant, si je contrôle la manière dont ils pensent, alors il y a des choses qu'il ne fera pas. Ça, c'est faux, ça. C'est plutôt, voilà, c'est le comportement qu'on doit contrôler. Personne ne peut contrôler les pensées. Je suis claire ou pas, Priscille? Ouais. Oui, mais moi, personnellement, j'ai du mal à voir comment on peut essayer de contrôler les pensées. Alors, c'est parce que à force de faire la morale. Comme ça. D'accord, ok. Tu vois, tu fais la morale et tu dis qu'est-ce qui m'a foutu un gamin qui n'est pas capable de penser, enfin, de penser tout seul, t'as pas réfléchi, mais quand même, imagine ce qui va t'arriver, et sur un ton de reproche qui vise à mettre la honte à l'enfant ou à ce qu'il se sente inférieur. Culpabiliser peut-être aussi. En fait, c'est mes pensées qui sont les bonnes et c'est pas les tiennes. D'accord, ok. Oui, je comprends mieux. D'accord, voilà. Très bien. Et alors que c'est plus simple de dire non, tu sortiras pas. Oui, tout à fait, tout à fait. Et les gens font ça parce qu'ils pensent que comme ça, quand l'enfant sera tout seul, il sera capable de faire ce qu'il faut. Mais ça, c'est une erreur. Parce qu'en fait, on sait que quand on est négatif et plus, j'allais dire, sur de la punition, de l'humiliation, etc., on ne contrôle le comportement que quand on est présent. Et une fois qu'on n'est plus là, ça ne marche pas. Voilà. D'accord. Ok. Donc ça, c'était très clair. Tout à l'heure, tu as eu j'ai eu le sentiment que tu faisais une petite différenciation entre limites et règles. Oui. Tu peux peut-être juste un tout petit peu préciser, parce que alors, je comprends bien les limites dans l'espace, les limites dans le temps, et par contre, la règle, elle est… Alors, une règle, c'est quelque chose de très précis qui s'exprime sous la forme de « si tu fais ça, alors il se passera ça ». D'accord, ce qu'on verra peut-être un petit peu plus tard dans les séries. Ça. Donc, tout n'est pas règle formelle. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des choses où il n'y a pas si alors, c'est-à-dire que si ton gamin, par exemple, il monte dans la voiture et il doit s'attacher, tu montes dans la voiture et tu t'attaches. Et sinon, moi, je t'attache. Alors, si, ça peut être si alors, hein, mais c'est même pas exprimé quand on voit chez les gens, quand ils ont des règles, par exemple, inscrites sur le frigo. C'est pas marqué je m'attache dans la voiture, sinon je suis puni, quoi. C'est juste je m'attache dans la voiture, sinon je m'attache dans la voiture. C'est pas comme si on avait le choix, quoi. Voilà. Mais en plus, là, on est en plus dans la protection pure. Donc, je veux dire, en plus, il n'y a pas de sujet de discussion à avoir sur ce type de protection. Sachant qu'il y a des parents qui ont du mal à faire attacher les enfants dans la voiture, quand même. Hein. Comme s'ils n'étaient pas persuadés du truc. Et plus on est persuadé de ce qu'on pense et qu'on est dans la protection, plus on a un ton et on a une attitude physique qui est différente, quoi. Parce que là, je ne vais pas te laisser te mettre en danger de mort, en fait. Voilà. Mais il faut être persuadé de ça. Je vais préciser aussi sur à quoi servent les limites. Donc, j'ai dit que c'était de la protection, etc. Je vais préciser aussi que des fois, on va mettre des limites à un enfant parce qu'aussi, on protège d'autres enfants. C'est-à-dire que quand on a une famille avec plusieurs enfants, on ne peut pas laisser un faire n'importe quoi parce que du coup, ça porte préjudice aux autres. Donc, on n'est pas que centré sur un seul. Ça peut aider aussi certains parents à comprendre pourquoi des fois, quand ils mettent leurs enfants en collectivité, ils ont du mal à comprendre, ils trouvent que les animateurs peuvent être durs ou que la règle, ceci, mais quand même, le pauvre, il y avait des explications. Sauf que, par exemple, des animateurs qui gèrent un groupe de 18 enfants, parce que je connais des endroits où c'est ça, vous ne pouvez pas laisser un enfant faire un truc parce qu'il faut aussi protéger les autres. Et oui, peut-être qu'il a tapé et que c'était pas méchant, etc. Mais qu'il y a un moment, on est obligé de se dire que tous les enfants, ils ont le droit à la même protection.
Voilà. Donc, on peut avoir des libertés en famille qu'on ne peut pas avoir forcément, par exemple, en collectivité. Hein. Ça semble assez évident, mais je pense qu'il faut quand même le dire. Euh, donc, savoir aussi que le fait de mettre des limites, ça protège de l'angoisse beaucoup d'enfants, parce que moi j'ai rencontré pas mal d'enfants qu'on m'a amené en me disant oh là là, je ne comprends pas, il est toujours anxieux, ou il n'a pas confiance en lui. Et en fait, après, je découvre que c'est des enfants où les limites sont pas, dans leur famille, les limites ne sont pas claires. Et sachez que quand les limites ne sont pas claires, ça veut dire que l'enfant il se sent quelque part abandonné lui-même à assurer sa propre sécurité. Donc, c'est pas toujours facile de mettre des limites. Des fois, on se trompe. Mais ça, j'allais dire, bienvenue au club. mais c'est pas à l'enfant de prendre la responsabilité des limites. Donc, voilà. Donc, un enfant qui sait ce qui va se passer, qui sait que ça, c'est pas bien, etc. Donc, faut pas le faire. En fait, il est rassuré parce que il sait ce qu'on attend de lui. Voilà. C'est clair pour lui et c'est précis. Ah bah. Mais je dirais que c'est la même chose pour les adultes, parce que quand on arrive dans une entreprise, par exemple, on prend un certain temps à voir comment les gens font les choses, il y a un règlement intérieur, on sait comment on est censé se comporter. Et si vous arrivez et que personne ne vous dit, vous êtes toujours à risque de faire un faux pas. Ou quand on va à l'étranger, par exemple, hein, qu'on ne connaît pas les coutumes, on n'est pas forcément bien. Alors, ça ne prend pas forcément des proportions énormes, mais ça peut être un peu stressant parce qu'on est toujours en train de se demander est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien fait, est-ce que les gens ils vont penser que je suis nulle, est-ce qu'ils vont penser que je suis mal élevée. Si on met du cadre, c'est beaucoup moins stressant. Tous les gens qui ont assisté à des réunions d'équipe qui durent des heures, c'est la même chose. Alors, c'est pas forcément de l'angoisse, mais ça peut générer du stress parce que, par exemple, on sait quand ça commence, mais pas quand ça finit. On ne sait pas si, tiens, il y avait un sujet là qu'on devait aborder, on n'y est toujours pas, est-ce qu'on aura le temps de l'aborder? Voilà. En formation, quand je fais des formations pour des professionnels en éducation, je suis très, très attentive à respecter les horaires de fin. Parce que sinon, les gens s'agitent à la fin parce qu'ils se disent, est-ce qu'elle va finir à l'heure? Est-ce qu'elle ne va pas finir à l'heure? Est-ce que je vais rater mon bus? Est-ce que je vais rater mon train? Et c'est ça de dire, voilà, si jamais j'ai besoin un peu plus de temps, je vous demanderai. Et si vous me dites que vous n'avez pas le temps, on finit pile poil à l'heure, il n'y a pas de problème. Et là, les gens, du coup, ils écoutent jusqu'à 16h30 ou jusqu'à 17h, parce qu'après, ils savent qu'ils partent. Et c'est ça le cadre. Et c'est ça qui est rassurant. Voilà. C'est la même chose dans une formation. Je commence toujours par raconter aux gens les thèmes qu'on va aborder. Parce que là, ils savent, on va voir ça et ça et ça. Voilà. Donc, dans une réunion, par exemple, on a un ordre du jour. Une réunion sans ordre du jour, c'est catastrophique. Oui. On en connaît. Oui, très bien. Donc, tu vois, on parle des enfants. Mais c'est vrai que moi, j'ai un de mes fils, par exemple, qui est toujours à me dire, il est un peu grand maintenant, donc c'est moins souvent, mais qu'est-ce qu'on va faire demain? Qu'est-ce que tu as prévu ce week-end? Quand on allait en vacances, on fait quoi? Dès le soir, à peine on était rentré de la plage, et demain, et on fait quoi? Et ceci, toujours dans le questionnement voilà. Et bien ça correspond à un besoin de repère. Alors, des fois, on le prend mal parce qu'on a l'impression qu'il nous harcèle en nous disant je veux faire plus d'activités, je veux faire plus d'activités. Mais des fois, c'est tout simplement parce que comme ça, il se projette au lendemain. Et alors, il se dit, ce soir, je vais être tranquillou avec mon bouquin. Et puis demain, ça sera sympa parce qu'on fera ça. Et voilà, c'est rassurant. D'accord. En fait. C'est pas forcément une demande de toujours plus d'activités. Hein. Non, c'est pas comme ça que je le sentais, mais oui. Ouais. Je sentais plutôt effectivement dans l'attitude de vouloir juste avoir des informations où on va, qu'est-ce qu'on fait, voilà, très bien. Ouais. Mais écoute, c'était extrêmement clair déjà sur cette première partie pour expliquer pourquoi est-ce qu'on met des limites. Donc ça, vraiment très très bien. Hein, donc plutôt un rôle de protection, comme on l'a dit tout à l'heure, de l'enfant, des autres enfants qui peuvent être autour, générer moins d'angoisse, sécuriser l'enfant. Très bien, c'était très très bien. Et même la protection des adultes autour, d'ailleurs. Oui. Je ne sais pas si j'ai le temps encore de mettre un exemple ou pas. Mais vas-y, je t'en prie. Par exemple, imaginons que vous avez un parent avec un enfant qui va au supermarché, un enfant qui aurait, je vais dire 2 ou 3 ans, et qui est assis dans le caddie. Cet enfant, le caddie est positionné à côté du rayon fruits et légumes, et que l'enfant, il a trouvé qu'il y a du raisin là dans le rayon fruits et légumes, et c'est trop marrant de prendre le raisin, de prendre les grains et de les jeter, parce que sa mère est en train de prendre des carottes, des trucs et des machins, ou son père.
eh ben, à un moment, on va lui mettre une limite. Alors d'abord, parce qu'il est en train de voler les raisins du magasin. Donc déjà, j'allais dire, en termes de valeur, c'est un peu mal. Et puis surtout, il y a du danger pour les autres. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un après qui va glisser sur un grain de raisin qui aurait été jeté par terre et qui se fait un col du fémur, par exemple, eh ben, je veux dire, on a une responsabilité par rapport aux actes aussi de ses propres enfants. Et donc, on doit aussi s'assurer que ces enfants ne font pas des choses qui portent préjudice aux autres. Donc, c'est aussi, ça peut être aussi de la protection des adultes. Et donc, il est tout à fait pertinent de dire à l'enfant d'arrêter de faire ça et de ne pas s'offusquer quand une personne âgée va s'approcher et va vous dire, dites donc, vous avez vu votre gamin, il est en train de jeter des trucs, j'aimerais bien ne pas glisser sur un grain de raisin. Et casse-toi, je m'en fous, c'est pas ton problème. Bah si. Donc exemple réel, hein, d'accord? Non, mais je vois très bien. Je ne sais pas pourquoi ça me parle. C'est ça. Donc voilà, moi je suis dans le rôle de la mégère qui vient dire, vous avez vu votre enfant? Bah oui, mais bon, voilà. Après, les parents ne voient pas forcément. Donc, mais ils ne sont Oui, pas c'est obligés de prendre certain. tout mal dès qu'on fait une remarque non plus. Hein. On est d'accord. Très bien. Mais écoute Nathalie, merci beaucoup pour cette première partie.